Bonjour à toutes et tous, je suis le professeur Jérémy Selam, je suis rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris Sorbonne Université et j'ai eu la chance de coordonner les premières recommandations françaises et à vrai dire internationales sur l'alimentation des patients souffrant de rhumatisme inflammatoire chronique. J'ai réalisé cela avec le professeur Claire Dayen, rhumatologue au CHU de Montpellier. Alors, d'où est partie l'idée de développer des recommandations sur l'alimentation des patients ayant un rhumatisme inflammatoire? Eh bien, tout simplement de la pratique clinique. On constate que les patients font nombre d'expériences alimentaires à l'annonce de leur diagnostic de polyarthrite ou de spondylarthrite. Nombre de patients font des régimes d'exclusion, font des expériences en toutes sortes du point de vue de leur alimentation. Et finalement, jusqu'à présent, les informations étaient éparpillées dans la littérature et le rhumatologue un peu esselé quant au message à communiquer aux patients. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, sous l'égide de la Société française de rhumatologie, avec le professeur Claire Dayen, constituer un groupe de travail pour justement répondre à ce besoin, répondre à cette demande, car souvent, lorsque les patients ne retrouvent pas d'informations solides issues de leurs médecins ou des sociétés savantes, ils vont consulter des sites dont la qualité des informations n'est pas toujours vérifiée. Nous avons donc constitué un groupe de travail. Bien évidemment, il y avait des rhumatologues hospitaliers, libéraux, mais également des médecins nutritionnistes et des diététiciens, diététiciennes, afin justement de délimiter le champ de ces recommandations, de réaliser une analyse systématique de la littérature, qui a fait d'ailleurs l'objet de publications à part, et ainsi, avec le groupe d'experts, d'établir et de rédiger les recommandations qui se répartissent avec des principes généraux d'une part et puis des recommandations d'autre part. Dans les principes généraux, nous avons voulu commencer par la recommandation numéro 1, qui est le fait qu'une intervention alimentaire ne doit pas se substituer à la prise des traitements de fond. Vous le savez, les traitements de fond sont essentiels pour le bon contrôle des rhumatismes inflammatoires chroniques, le méthotrexate ou les biothérapies. On sait que ces médicaments ont un effet anti-inflammatoire, diminuent la douleur et également, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, ont un effet structural, c'est-à-dire qu'ils préviennent la dégradation des articulations et leur destruction. Or, et ça je peux vous le dire dès à présent, aucun régime alimentaire, aucun complément alimentaire n'a fait la preuve d'une efficacité structurale. Donc oui, une intervention alimentaire peut s'avérer intéressante chez les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique, mais sans pour autant délaisser le traitement de fond. L'intervention alimentaire, elle est intéressante aussi parce que c'est un moyen pour le patient de s'impliquer pleinement dans sa propre prise en charge au-delà de la prise quotidienne, hebdomadaire, mensuelle des traitements médicamenteux. On sait que les patients, lorsqu'ils souffrent de maladies chroniques, sont à la recherche d'autre chose, pas simplement ingérer les médicaments. Et bien justement, s'intéresser à leur alimentation, les interroger vis-à-vis de ça, les conseiller, et eux s'impliquer sur cet aspect-là, eh bien, ça permet pour eux de s'impliquer pleinement. C'est ce qu'on appelle l'empowerment, un terme qui est difficile à traduire, mais qui traduit bien l'implication du patient dans sa propre prise en charge. Les interventions alimentaires ont des effets articulaires et je vais vous parler de quelles interventions alimentaires on peut proposer, mais également peuvent avoir des effets bénéfiques cardiovasculaires, osseux, et ils sont basés sur la littérature. Et dans ces recommandations, nous nous sommes intéressés, nous avons pris en compte non pas uniquement les expériences au laboratoire où on va appliquer tel ou tel régime à une souris arthritique, nous avons voulu étudier uniquement les essais randomisés contrôlés comparant toujours une intervention alimentaire à un groupe contrôle. C'est le moyen de référence pour justement recommander ou pas une alimentation. Concernant les recommandations en elles-mêmes, nous avons d'abord voulu insister sur la perte de poids et ce que l'on peut appeler l'accompagnement vers la perte de poids. En effet, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a une association entre obésité et risque de polyarthrite rhumatoïde, mais également de rhumatisme psoriasique. Et en plus, l'obésité majore l'activité de la maladie, c'est-à-dire que les patients obèses par rapport à des patients non obèses vont avoir plus de douleurs, plus de réveils nocturnes, plus de dérouillage matinal, donc vont exprimer des symptômes qui vont suggérer un moins bon contrôle de l'activité de la maladie. Eh bien, plusieurs études ont montré que le fait
que ces patients perdent du poids, eh bien, va améliorer les symptômes articulaires systémiques. Et donc ça a été montré dans des études contrôlées où on mettait des patients, notamment une étude avec de patients ayant un rhumatisme psoriasique, on débutait un traitement anti-TNF, associé ou non avec un régime. Et effectivement, les patients dans le groupe régime avaient un rhumatisme inflammatoire qui atteignait plus fréquemment la faible activité. Dans certains cas, bien évidemment, il peut s'agir également d'une discussion de chirurgie bariatrique dans les obésités morbides compliquées. De manière pratique, comment faire? Eh bien, d'abord, il faut peser les patients lors des consultations et puis aborder la problématique du surpoids ou de l'obésité si celle-ci se présente. Et puis après, il n'est pas toujours évident de perdre du poids et c'est la raison pour laquelle, dans les recommandations, nous avons insisté sur le fait qu'il ne faut pas laisser le rhumatologue ou le médecin traitant seul vis-à-vis de cette difficulté, qu'on peut faire appel à une prise en charge en diététique et en nutrition, en faisant appel soit à un diététicien ou un diététicien, soit en cas d'obésité compliquée, notamment lorsque l'IMC est supérieur à 35, d'adresser les patients dans un service de nutrition pour prendre en charge l'obésité et ses éventuelles complications et la prise en charge de la perte de poids. Aussi, nous n'avons pas parlé de régime hypocalorique parce qu'un régime, c'est un début et une fin et bien souvent, les patients reprennent du poids à l'arrêt du régime. Donc, nous avons préféré parler d'accompagnement vers la perte de poids pour suggérer que ce sont plutôt des modifications de l'alimentation au long cours qui permettent un contrôle sur le long terme de l'activité de la maladie par le biais de la perte de poids. Dans les recommandations positives, nous avons identifié deux moyens d'action pour les patients. Tout d'abord, le régime méditerranéen et les compléments en oméga 3 qui sont un peu dans la même ligne. En effet, le régime méditerranéen a permis dans une étude dans la polyarthrite rhumatoïde au bout d'un an que les patients, c'était un régime en fait avec des compléments en huile de poisson. L'huile de poisson permettait d'atteindre 2 fois plus la rémission, 40% versus 20% au bout d'un an. Donc on voit bien là l'intérêt des oméga 3 dans l'alimentation. Et de manière plus générale, d'autres études ont montré que l'intérêt du régime méditerranéen au sens large. Donc, on le connaît, le régime méditerranéen, préférer les poissons, notamment les poissons gras, les viandes, mais pas tous les jours, et plutôt la viande blanche, les fruits, les légumes, une bonne hydratation associée à de l'activité physique. Et donc, ceci peut s'avérer tout à fait intéressant lorsque les patients veulent agir sur l'alimentation. Et comme je le disais tout à l'heure, des études ont montré l'intérêt des compléments en oméga 3. Et effectivement, dans les recommandations, nous recommandons au moins 2 grammes par jour d'oméga 3 EPA ou DHA, qui sont des oméga 3 essentiels et qui peuvent permettre de mieux contrôler la maladie et de mieux contrôler les symptômes articulaires. Enfin, il y a eu aussi des recommandations négatives, et j'entends par là les régimes d'exclusion. Les études ne sont pas toujours bien faites, mais force est de constater qu'il n'y a pas de bénéfice majeur, voire pas de bénéfice du tout des régimes végétaliens, des régimes sans gluten, sans laitage, avec même des expériences où lorsqu'on réintroduit le laitage, l'activité de la maladie ne se modifie pas pour autant, alors qu'on expose les patients au risque de carence. Donc, c'est important de les informer vis-à-vis de ça, tout en ayant aussi conscience qu'il faut éviter avec les régimes d'exclusion l'isolement social, parce que les repas sont aussi des moments de partage et des moments de vie sociale, et ça, les patients en ont besoin. Et je dirais qu'il faut les informer sur le fait qu'on n'a pas de données dans la littérature plaidant pour la réalisation de tels régimes, mais que si jamais ils veulent absolument faire une telle intervention, je pense que c'est mieux de leur conseiller de le faire sous supervision diététique et nutritionnelle, notamment pour éviter les risques de carence. On évoquera notamment la carence en calcium, la carence en vitamine B12 ou en sélénium. Enfin, pour finir, vous voyez que, pour conclure, on a des recommandations positives, le régime méditerranéen, les compléments en oméga 3 lorsque le patient veut faire quelque chose de plus, des recommandations dites négatives, avec notamment une alerte vis-à-vis du risque de carence. Mais je pense qu'au-delà de ça, on voit bien qu'il faut rester attentif aux expériences que font les patients au plan alimentaire et que ça doit aussi nous donner des idées de recherche et d'études à faire pour consolider et approfondir les connaissances dans ce domaine, car pour l'instant, il y a encore certains régimes, certains types d'interventions alimentaires où la qualité des données est assez ténue. Je vous remercie et je remercie le professeur Claire Dayen d'avoir mené avec moi ce projet de recommandation et je remercie également les sociétés de nutrition SFN, SFNCM,
AFERO et AFDN pour l'Association française de diététique, qui sont partenaires de ces recommandations, ainsi que les associations de patients, parce que des patients ont participé au projet, ANDAR, AFS et AFPERIC. Je vous remercie.